On est tous à vouloir scruter évidemment les moindres signaux de ralentissement de la croissance américaine. Tant d'économistes aux États-Unis nous disent voilà, la récession, c'est pour 2020, 2021. On a les chiffres de l'emploi qui sont assez intéressants à analyser. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, chef économiste chez Orel BGC. Donc chiffre de l'emploi de vendredi. Moins bon que prévu, on rentre un peu dans le détail. 130 000 créations de postes et encore, ça en comprend 25 000 d'emplois publics en prévision du recensement, voilà, donc dans les créations privées. Qui n'ont rien à voir avec l'activité. Exactement, donc on est sous les 100 000. Le marché attendait, enfin les économistes attendaient entre 150 000 et 160 000 créations de postes sur le mois d'août. Voilà, donc on se dit avec ça, bah là c'est acquis. La Fed, on va analyser juste après encore une fois ces chiffres, parce que sectoriellement c'est intéressant ce qui se passe entre la distribution, l'industrie et tout, mais pour la Fed qui se réunit la semaine prochaine, on parlera de la BCE juste après, tant de sujets à voir ensemble, c'est plié. La Fed elle baissera ses taux de 25 points de base après un rapport comme ça, ou c'est pas aussi net? Ah, c'est plus compliqué que ça, je pense. Parce que les salaires ont accéléré, voilà, ça. on est quand même sur un taux de chômage qui ne bouge pas, hein, qui reste quand même historiquement faible, hein, donc ça reste quand même un élément important. Ce qui est certain, c'est qu'on est véritablement dans un ralentissement des créations d'emplois, et ça c'est depuis janvier. Ouais. En tendance, on sur 2018, on était aux alentours de 200 000 et quelques créations voilà, de postes par mois, et là on était monté jusqu'à au-dessus de 200 000 pour faire simple. Là on est à 150, 130, 158 ouais, okay, en moyenne sur les. Donc ça ralentit. Indicateur retardé, mais qui montre quand même un ralentissement des créations. Bon. C'est palpable, c'est palpable, c'est pas étonnant, parce qu'on a quand même des données d'enquête qui sont nettement dégradées, notamment dans l'industrie, mais peut-être l'élément le plus étonnant, c'est que l'emploi industriel résiste. C'est-à-dire que vous avez des enquêtes dans l'industrie qui montrent qu'il y a vraiment une contraction d'activité, qu'il y a vraiment des entreprises qui sont très prudentes dans leurs investissements, notamment dans les investissements industriels. On le comprend très bien, hein, c'est lié à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais il y a des destructions d'emplois dans l'industrie. On est sur une stabilisation, quasi-stabilisation. Hein. Et on a milliers de destructions. Voilà. Et on a le secteur de la construction qui, lui, crée des emplois de manière assez importante, qui redémarre un petit peu, qui profite à plein de la récente baisse des taux d'intérêt. Des taux longs. Donc, par contre, l'élément le plus étonnant, peut-être, c'est la destruction d'emplois qui dure depuis un bon petit moment dans la distribution. Donc, c'est-à-dire que, premier élément, il y a un ralentissement de l'économie américaine qui est une réaction des chefs d'entreprise face aux incertitudes sur le commerce mondial, mais ça affecte le marché de l'emploi, parce que peut-être que l'industrie aurait créé plus d'emplois autrement, mais on n'est pas dans un mouvement de récession où on aurait des vagues de licenciements massifs. Quel rapport avec la distribution, la grande distribution américaine? Voilà. Et là, le problème, c'est que face à ça, on a d'autres facteurs qui sont beaucoup plus ponctuels ou liés à des facteurs plus liés à l'économie domestique, qui sont liés Amazon, quoi. L'Amazon, la concurrence du e-commerce, un secteur de la distribution qui a vu ses marges s'effriter et sous forte pression. Et juste pour vous donner une idée, l'essentiel des pertes d'emplois, c'est même dans les grands magasins. C'est même pas la distribution classique. Donc en plus, ça touche un certain segment donc, qui est lié à une rupture structurelle du secteur. Donc il y a du conjoncturel et il y a aussi peut-être des facteurs structurels qui sont pas du tout liés à finalement, et ce qui ne serait pas forcément sensible à une baisse des taux, pour faire simple, ce qui nous intéresse. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point intéressant, c'est que la durée du travail et les salaires progressent assez sensiblement. Donc les revenus salariaux, 3% par an. Voilà, 3,3. 3,2 sur les salaires horaires, mais globalement, sur la croissance globale de la masse salariale, c'est une bonne nouvelle, mais la croissance globale de la masse salariale versée aux ménages, elle est plutôt en hausse, elle est plutôt en forte progression. Tant mieux. Donc c'est tant mieux, parce que ça veut dire que la consommation se maintient. Donc c'est ça qui pourrait freiner la Fed à baisser les taux de 25 points de base, même si le 90% des marchés attendent, anticipent cette baisse de taux. Si vous êtes, suivant de quel côté vous penchez du côté de la Fed, si vous êtes plutôt Colombe, vous mettez en avant l'économie américaine ralentit, il faut l'aider. Et puis si vous êtes plutôt côté faucon, plutôt agressif, vous allez dire oui mais attendez, c'est une économie qui est solide, qui certes fait face à des incertitudes politiques, mais on n'est pas loin, on n'est pas dans une récession, on est sur une consommation qui va rester solide, et donc on est plutôt sur une incertitude politique, mais moi Fed, est-ce que c'est à moi de régler l'incertitude politique? Vous en pensez quoi vous? Vous êtes dans quel camp vous? Non, moi je serais plutôt un peu faucon, parce que je pense que véritablement on a quand même une économie américaine qui résiste très bien. Je ne dis pas qu'elle est immunisée. Le ralentissement, il est palpable, mais il n'est pas dramatique, c'est ça? Il n'est pas dramatique, et puis surtout, c'est qu'il faut se garder des cartouches pour intervenir derrière. Alors, il y a juste un petit élément qui pose problème aujourd'hui à la Banque centrale, c'est que le comportement des marchés, alors,
l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire le fait que les taux courts aujourd'hui soient plus longs que les taux longs, c'est un élément qui fragilise le secteur bancaire. Et ça leur pose un réel problème parce que ça peut entraîner, ça peut durcir les marges ça pèse sur les marges des banques et ça peut les inciter à moins prêter, pour faire simple. Donc, il ne faudrait pas que ça, par contre, ça pèse sur l'activité. Mais aujourd'hui, je trouve qu'intrinsèquement, si on regardait juste la croissance américaine, elle se montre particulièrement solide face à tout ce qu'elle a pris à prendre en compte, tout ce qui est incertitude du commerce mondial, contraction du commerce mondial et incertitude politique. Ce que le reprochent les chefs d'entreprise à M. Trump, c'est pas qu'ils tapent sur la Chine, ça leur fait pas forcément, ça les émeut pas. Ce qu'ils leur reprochent, c'est l'instabilité politique, les changements qui peuvent se faire via un Twitter. Donc aujourd'hui, c'est cette incertitude qui bloque l'économie américaine, qui pourrait être levée très vite. Qui pèse sur l'investissement. On voit clairement une rechute de l'investissement des boîtes. Ah oui, très clairement, oui. Donc ça, on cherche toujours les effets, encore une fois, de cette politique commerciale de Trump sur l'économie américaine. On la voit sur le climat des affaires dans l'industrie, qui est récessif, qui nous parle d'une récession. Sur l'industrie, voilà. Sur l'industrie. Les créations d'emplois qui se réduisent. On a perdu 50 000 en rythme de croisière par mois. On le voit dans quoi sinon? Sur l'investissement des entreprises, c'est tout. Et finalement, elle fait 2% de croissance. Voilà. Enfin, on est autour de 1,5-2. En étant très pessimiste, on est à 1,5. Donc, ce qui n'est pas dramatique. On va dire que l'Allemagne est plus affectée finalement directement que l'économie américaine. Donc pour vous, alors vous ne souhaitez pas une baisse de taux, ça j'ai compris, mais pour le coup, on ne va pas y couper logiquement. C'est tout le problème. C'est-à-dire que c'est un peu tout le problème, c'est une question de confiance. Si les marchés se maintiennent aujourd'hui, si les taux restent si bas, c'est parce qu'on a ces anticipations. Donc, est-ce que moi, Banque centrale, je prends le risque de décevoir Mais c'est un peu tout un problème, parce qu'ils sont un peu enfermés dans ce discours, enfermés par les marchés, enfermés par les tweets de Trump, et on a l'impression que finalement, je ne vais pas prendre le risque de regarder intrinsèquement ce qu'est l'économie, mais je suis obligé de ne pas décevoir pour ne pas entraîner des surréactions et entraîner des comportements encore plus négatifs et être responsable après, éventuellement, d'une récession. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça qui se joue. La Fed qui, pour la première fois, d'ailleurs, je crois que c'était jeudi ou vendredi, je ne sais plus, qui a sorti une étude avec 6 économistes de la Fed qui ont montré que la guerre commerciale de Trump allait coûter 1 point de croissance jusqu'à début 2020 à l'Amérique. On se dit que c'est un peu inquiétant quand même si on se dit s'il n'y a pas de guerre commerciale, il sera à 3% de croissance. Inquiétant parce qu'à court terme, on ne sent pas, même si les pourparlers vont reprendre en octobre entre Américains et Chinois, on ne sent pas qu'un accord est imminent. Là. Alors, on ne sent pas que c'est un accord imminent et puis surtout, ça va être un effet qui n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, tiens, il a monté les droits de douane sur une partie de biens de 10% au 1er septembre. Depuis alors, quasiment, oui, quasiment tout. Il y a les 300 milliards sont à 15%. Une partie de 300 milliards est à 15%. Et puis une partie qui sera en décembre. On va dire, c'est pas trop grave. Il n'a pas taxé les iPhones, par exemple, c'est pas trop grave. Sauf que, d'une part, cette hausse des prix va se répercuter, mais elle ne s'est pas diffusée au 1er septembre. Elle va se diffuser progressivement. Et déjà, les distributeurs ont indiqué que ce qui était taxé allait observer une hausse des prix. Donc, ça veut dire que le gros problème que l'on a, c'est que ce n'est pas forcément un choc immédiat, ce n'est pas un choc hyper visible. Pareil, le retournement de l'investissement aux États-Unis, c'est pas fait brutalement. Lorsqu'on a eu la dernière crise, on a eu un choc financier, un choc faillite de Lehman Brothers, ça a marqué tout le monde. D'un seul coup, ça s'effondre. Là, c'est plus rampant. Là, c'est plus lent. Donc, c'est plus difficile parce que d'une part, on se dit l'incertitude politique peut être levée quand même assez rapidement, c'est une volonté politique. Après, je suis d'accord, c'est pas fait. Donc, je suis d'accord. Mais on se dit que c'est quand même. Ça semble loin. Voilà, l'accord quand même. On va dire que c'est quand même du politique. C'est du décisionnaire. Donc, c'est quand même difficile de réagir à ça. Et puis, d'autre part, les effets se diffusent progressivement dans le temps. Donc, on n'a pas une chute immédiate qui justifierait qu'on réagisse de manière très violente, qu'on baisse de 50 points de base, qu'on dise, voilà, on va tout faire pour calmer le jeu. Donc, et le gros problème… C'est pourtant que les marchés, quasiment… Trump, on a compris qu'il voulait une baisse de 50 ou 100 points de base d'un coup. Mais même les marchés attendent aussi. C'est là où on se dit, les marchés ne regardent plus du tout l'économie réelle, en fait. Les marchés, ils sont pris un peu entre les deux parce qu'ils se disent, est-ce qu'il faut que je réagisse à cette incertitude politique ? Ou alors, est-ce que je joue finalement que quoi qu'il arrive, on évitera le pire, quoi. Ça fait 18 mois. Oui, ça fait 18 mois, on n'avance pas. Et même, il y a de l'escalade, puisque la surenchère se poursuit. Bien sûr, c'est qu'on n'a pas de visibilité. Mais en même temps, on a Larry Kudlow, qui est un des principaux conseillers économiques du président Trump, qui nous dit ce week-end que la guerre commerciale pourrait durer 10 ans. Si cela prend 10 ans, qu'il en soit ainsi. Waouh! Oui. Mais de toute façon, après,
il y a aussi un autre élément qui va jouer, c'est que les entreprises, ce qu'espère aussi l'administration américaine, c'est que les entreprises vont s'adapter. Par exemple, vous aviez un fournisseur en Chine, si je vous dis que pendant 10 ans, je vais mettre des taxes ou je vais avoir des je vais aller à côté, je vais aller en Thaïlande, je vais aller au Mexique, je vais aller dans un autre pays asiatique. Et donc, ils jouent aussi dans cette communication en disant aux entreprises, adaptez-vous, changez de fournisseur. De toute façon, ça peut faire effet, ça. On peut imaginer, à mon avis, oui, quand on a une chaîne d'approvisionnement ou de fabrication, de revoir, est-ce que les grands groupes commencent à revoir leur logistique pour se dire, tiens, il va y avoir peut-être de manière plus structurelle avec la Chine des frictions, et donc on va regarder autour les pays pour diversifier un peu nos sources de production. Les entreprises communiquent là-dessus. Les entreprises américaines. Mais à la marge Mais le problème, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Vous aviez un fabricant de jouets célèbre qui avait 100% de sa production en Chine. Ils attendent l'année prochaine de produire entre 80 et 70%. Mais vous ne passez pas de 100% à 0% en 2 jours. Pareil, c'est un énorme problème. Le plus gros problème, à mon avis, c'est pour le secteur technologique. Parce que si vous assemblez vos iPhones en Chine, vous pouvez dire je vais les assembler au Mexique ou je vais les assembler dans des chaînes automatisées aux États-Unis. Mais ça, vous ne le faites pas du jour au lendemain. Et puis derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le secteur technologique, toutes les unités de production sont hyper concentrées. Vous n'avez pas 10 000 entreprises qui fabriquent des disques durs. Vous n'avez pas des écrans plats qui sont fabriqués partout dans le monde. Donc c'est très concentré parce que c'est des industries très capitalistiques où il faut faire de lourds investissements. Et donc ça, du jour au lendemain, vous n'allez pas tout réinvestir aux États-Unis. Déjà, vous n'aurez pas forcément la main-d'œuvre qualifiée ou la main-d'œuvre tout court, même non qualifiée, de disponible. Et puis derrière, surtout, c'est que vous ne délocalisez pas une chaîne de production du jour au lendemain. Donc ça, il y a un peu des deux, je dirais. Il y a forcément, et on l'a vu, il y a eu des effets de changement du commerce mondial. On voit que la part de marché de la Chine dans le commerce américain s'est quand même pas mal effondrée, avec des grands gagnants, le Mexique, l'Inde, le Vietnam, suivant. Alors si c'est du textile, c'est beaucoup plus facile de délocaliser, mais sur des produits technologiques, on sait très bien que sur les semi-conducteurs, regardez Huawei, l'administration américaine sanctionne Huawei, mais derrière, ils ont des vrais problèmes d'approvisionnement, ils ont dû même revenir un peu en arrière sur certains appels d'offres de Huawei en disant, parce qu'ils voulaient vraiment interdire même à des producteurs américains d'avoir une seule pièce Huawei à l'intérieur, et puis on leur a dit mais c'est pas possible, du jour au lendemain on ne peut pas tout casser comme ça. Donc il y aura des adaptations et ça prendra 10 ans. Oui, effectivement, si on veut vraiment couper le lien entre les deux pays, c'est sur 10 ans qu'il faudra. Donc on se dit quoi sur la croissance américaine? À vous écouter, il n'y a pas de péril dans la demeure, il n'y a pas le feu au lac. Elle se porte finalement relativement bien et donc il n'y a pas besoin de baisser les taux. C'est ça, c'est la conclusion en vous écoutant. Il y a urgence à baisser les taux pour rassurer les marchés, mais économiquement, si je devais raisonner que sur la partie fondamentale dans les marchés, il faut attendre, il ne faut pas le faire maintenant parce que pour l'instant, ils résistent bien. Et si véritablement ça venait à se dégrader, il faut se laisser des marges de manœuvre pour faire plus après. Et donc c'est là un peu le dilemme. Il faut baisser les taux pour faire plaisir au marché. Pour éviter aussi qu'une peur des marchés ou que le marché dévisse, parce que si Wall Street venait à vraiment chuter, là ça impacterait encore plus le moral des agents économiques, ou si véritablement les taux d'intérêt venaient à remonter parce que la Fed n'a pas fait, ça impacterait aussi. Donc c'est vrai que c'est délicat, d'où le fait que quand vous regardez les dernières minutes du FOMC, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a une vraie divergence entre les membres. Peut-être comme jamais d'ailleurs, entre les membres. Rarement, mais ça commence à arriver. On en parlera sur la BCE, mais ça commence à arriver aussi un peu partout. Un peu partout, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans l'orthodoxie à dire faut regarder l'économie et on regarde que l'économie, et puis ceux qui disent on est dans une économie, il faut regarder les anticipations des agents, regarder les marchés financiers, au risque d'être finalement prisonnier des marchés. Avec un regain de confiance, on finit là-dessus, on en parlera juste après avec Philippe Béchade, regain de confiance encore une fois sur les marchés qui vous surprend parce que finalement on ne voit que les bonnes nouvelles, que les négociations vont reprendre en octobre entre les Américains et les Chinois, que les banques centrales sont là pour faire le nécessaire, que la banque centrale chinoise fait ce qu'il faut au niveau monétaire. Ça vous surprend, cette bonne résilience? On est quand même au plus haut quasiment. Voilà, mais pour côtoyer pas mal les investisseurs, c'est un peu un choix par défaut. Les actions sont devenues un choix par défaut? Voilà, c'est un peu. Il n'y a pas d'autre possibilité de faire. C'est-à-dire que c'est un choix par défaut dans le sens que, dans un premier temps, j'achète l'actif sans risque, mais ça me coûte de l'argent et de plus en plus cher, ces fameux taux négatifs. Si j'achète pas du taux sans risque, je vais prendre de l'or. L'avantage de l'or, c'est que ça offre pas de rendement. Donc un actif sécurisé qui vous offre pas de rendement, c'est une très bonne chose aujourd'hui. À l'ère des taux bas, c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Des taux négatifs. Des taux négatifs. Donc, et après, je vais aller sur la bourse. Mais sur la bourse, qu'est-ce que je vais acheter dans un premier temps? Toutes les valeurs de croissance, les valeurs leaders sur leur secteur, les plus solides. Voir les valeurs qui sont les plus décorrélées à l'indice, donc c'est pas une source de confiance dans la croissance, et on voit que les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs value, les valeurs les plus décotées, les bancaires, les valeurs automobiles et tout ça, elles sont complètement délaissées aujourd'hui,
Donc on a un écart de valorisation. Pour des raisons différentes les unes des autres d'ailleurs. On paye très cher la sécu. Enfin, dans les actifs risqués, les moins risqués, on les paye très cher. Ceux qui sont un peu où on voudrait prendre du risque, on n'y va pas. Donc ça prouve qu'on y va reculons. Et tous les investisseurs aujourd'hui ont beaucoup de cash, beaucoup de fonds à placer. Et donc c'est ce qu'on a fait. On achète par défaut ce qu'on peut. Et finalement, on prend du risque, mais en partie un risque imposé par les banques centrales, par les liquidités. Donc c'est pas sain. On n'est pas confortable, on a des écarts de valorisation qui se creusent entre le bon et le mauvais, on va dire. Et des fois, c'est vrai que c'est pas, nous en termes de stratégie, ça nous fait pas rêver parce que finalement, on n'ose pas prendre une autre stratégie parce qu'il n'y en a pas d'autre pour le moment. Tant qu'on n'a pas une éclaircie sur la conjoncture, tant qu'on n'a pas une visibilité sur les incertitudes politiques, aujourd'hui, est-ce que vous prenez un risque avant un risque de Brexit? Est-ce que vous prenez un risque de tweet de M. Trump? Est-ce que vous prenez véritablement aujourd'hui contre-pied sur le marché obligataire en disant ça y est, les taux vont plus baisser? Oui, mais avec des marchés actions qui sont plus hauts, qui sont quasiment plus hauts les marchés actions. Oui, mais un peu parce que vous avez des taux négatifs. Ouais, voilà. Et la boucle est bouclée avec ça. Bon, le paradoxe, c'est peut-être que si ça allait mieux et que les taux longs remontaient, on aurait la bourse qui baisserait. Voilà. Ça peut être le paradoxe. Et pour le commun des mortels, c'est un truc incroyable. Mais dans la logique des marchés, ça se tient. Ça se tient. Allez, merci d'avoir été avec nous, Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Merci.